On m'a souvent dit que ma plume est une arme, et c'est vrai. Je suis Christine de Pisan, née à Venise en 1364, mais c'est à Paris que j'ai écrit ma destinée. Mon père était astrologue à la cour du roi Charles V, et grâce à lui, j'ai eu accès aux livres, au savoir, aux conversations des érudits. Mais l'enfance passe vite, et la vie, elle, ne fait pas de cadeaux. Mariée très jeune, je suis devenue veuve à 25 ans, avec 3 enfants et une mère à nourrir. Pas de fortune, pas d'appui. Seulement ma plume. Alors, j'ai écrit. Non pas pour la gloire, mais pour survivre. Je me suis lancée dans ce que peu de femmes osaient faire, vivre de mes écrits. J'ai composé des poèmes, des ballades, des chroniques. Les puissants m'ont commandé des textes, les nobles m'ont payé pour leurs éloges. Chaque vers était un morceau de pain pour mes enfants. Mais bientôt, ma plume a pris une autre force. Je voyais les hommes répéter que les femmes n'étaient que faiblesse et tentation. Les livres eux-mêmes, écrits par des clercs et des lettrés, disaient que nous étions inférieurs par nature. Comment aurais-je pu me taire, moi qui savais lire, écrire, penser? Alors, j'ai répondu. Et j'ai choisi de répondre par les mots mêmes qui nous accablaient. J'ai pris les textes qui insultaient les femmes et je les ai démontés, ligne après ligne. J'ai répliqué avec logique, avec histoire, avec poésie. J'ai rappelé que les femmes ont toujours existé dans les arts, dans la sagesse, dans le courage, mais qu'on avait préféré les effacer, les réduire à des caricatures. Moi, je voulais leur rendre une cité, un espace où elles seraient reconnues. C'est ainsi qu'est née la Cité des Dames. Non pas une cité de pierre et de murailles, mais une cité de mémoire. Une cité bâtie par mes mots, habitée par toutes celles que l'histoire avait oubliées. Dans cette cité, j'ai accueilli reines, savantes, guerrières, poétesses. J'ai montré que nous étions multiples, que nous pouvions gouverner, inventer, aimer, créer. J'ai écrit pour mes filles, pour mes contemporaines, mais aussi pour celles qui viendraient bien après. Car je savais que mes mots seraient des fondations invisibles sur lesquelles d'autres femmes pourraient un jour marcher. On m'a appelée insolente, présomptueuse, dangereuse. Mais je savais que j'étais nécessaire. Car dans un monde où la parole féminine était méprisée, je voulais être la preuve vivante qu'une femme pouvait écrire son propre nom dans l'histoire. Et même si mes ennemis tentaient de m'effacer, ma plume, elle, ne pouvait plus être réduite au silence. Je suis Christine de Pisan, et ma vie a été une lutte constante entre l'ombre et la lumière. Quand mon mari est mort, beaucoup pensaient que je tomberais dans la misère, comme tant de veuves avant moi. Mais j'ai refusé d'accepter ce destin. J'ai pris mes manuscrits, ma plume, et j'ai fait de l'écriture un métier. À une époque où les femmes étaient réduites au silence, j'ai transformé ma voix en monnaie d'échange, en arme, en héritage. Peu de gens comprennent ce que cela signifiait, affronter la pauvreté, les créanciers, les regards méprisants, et pourtant persister, écrire, vendre, survivre. Chaque texte que je rédigeais était un acte de résistance. J'écrivais pour les puissants, certes, mais à travers leurs commandes, je glissais mes propres réflexions, mes doutes, mes critiques. J'étais poétesse, chroniqueuse, moraliste, mais toujours femme dans un monde qui refusait que je sois autre chose qu'une épouse ou une mère. Alors j'ai décidé d'être les deux, et plus encore. J'ai élevé mes enfants tout en élevant ma voix. J'ai nourri ma famille en nourrissant aussi une mémoire collective. Car chaque mot écrit est une trace, et je savais que mes mots resteraient quand ma voix se tairait. Mais ce qui a vraiment éveillé ma colère, ce fut un livre, le roman de la rose. Ce texte, si loué par les hommes de mon temps, réduisait les femmes à des objets de désir, des créatures perfides et tentatrices. Je ne pouvais pas laisser ce venin se répandre sans réponse. Alors j'ai écrit des lettres, j'ai engagé la controverse, j'ai osé critiquer ce qui semblait intouchable. On m'a accusée d'arrogance, on m'a dit que je n'étais qu'une femme incapable de comprendre la subtilité des lettrés. Mais j'ai tenu bon, et ce fut l'une des premières batailles littéraires publiques menées par une femme en Europe. Une bataille que j'ai remportée, car mes arguments étaient justes, solides et surtout nécessaires. Cette victoire m'a donné confiance. Je n'étais plus seulement une veuve qui écrivait pour survivre, j'étais une voix que l'on commençait à écouter, même à craindre. Et dans ce monde d'hommes, être crainte était déjà une victoire immense. Alors je suis allée plus loin. J'ai commencé à bâtir ma cité, pierre après pierre de mots. Une cité qui ne pouvait être détruite par le temps, car elle n'était faite ni de bois, ni de pierre, mais d'idées. Et les idées, elles, survivent toujours. Ma Cité des Dames n'était pas un rêve naïf, mais une réponse directe à des siècles de mépris. J'y ai convoqué des femmes de toutes époques et de toutes terres.
Reines, guerrières, prophétesses, savantes, artistes. J'ai construit des murailles avec leurs histoires, des tours avec leurs victoires, des fondations avec leurs souffrances. Chaque pierre de cette cité imaginaire était un témoignage de notre force. Car si les hommes voulaient nous effacer de leur chronique, moi, je nous écrivais dans une cité que nul ne pourrait démolir. Et dans ce lieu symbolique, nous étions souveraines. Écrire cette cité, c'était bâtir un refuge pour mes semblables. Les femmes de mon temps vivaient sous le poids des sermons, des lois et des coutumes qui les enfermaient. On leur disait qu'elles devaient obéir, se taire, se soumettre. Moi, je leur disais « Regardez autour de vous, regardez derrière vous. Voyez ces femmes qui ont dirigé des royaumes, découvert des vérités, écrit des poèmes, mené des batailles. Vous n'êtes pas seuls, vous n'êtes pas faibles, vous n'êtes pas invisibles. » Et dans ma cité, je vous donnais un espace de fierté, une mémoire partagée. Certains hommes se sont indignés. Comment une femme osait-elle écrire que les femmes pouvaient être l'égale des hommes? Comment osais-je rappeler que la vertu, la sagesse et le courage n'étaient pas l'apanage d'un seul sexe? Mais je savais que mes mots touchaient juste, car leurs attaques redoublaient. On m'accusait de provocation, d'hérésie, de folie même. Mais à chaque critique, je répondais par un texte plus fort, par une image plus claire. J'apprenais à manier la controverse comme une épée. Car pour moi, écrire n'était pas seulement créer, c'était combattre. Je n'étais pas seule dans cette lutte. J'avais des alliés, des mécènes, des protectrices. Certaines reines, certaines nobles me soutenaient, car elles voyaient dans mes écrits une arme pour défendre leur propre légitimité. Mais je savais que ma force venait surtout de ma condition. J'étais indépendante. Je gagnais ma vie par mes mots. Je n'avais pas besoin d'un mari, ni d'un père, ni d'un frère pour exister. Et cela, à mon époque, c'était une révolution silencieuse. Une révolution que j'incarnais à chaque ligne écrite, à chaque livre publié. Dans les années où je traçais les contours de ma cité, je sentais que je semais quelque chose qui me dépassait. Une semence de mémoire, une étincelle de révolte. Je ne savais pas si elle prendrait feu un jour, mais je savais que je devais la laisser aux générations futures. Car si ma cité était de papier, elle deviendrait peut-être un jour une cité de chair, habitée par des femmes qui oseraient vivre libres. Je me souviens encore du silence qui tombait quand je lisais mes textes à voix haute. Certains hommes détournaient le regard, d'autres souriaient avec condescendance, comme si une femme qui pense était une curiosité amusante. Mais quand mes arguments se déployaient, quand mes mots frappaient avec justesse, je voyais leur visage se fermer. Ils savaient que j'avais raison, mais ne pouvaient l'admettre sans se trahir. Alors, ils tentaient de me réduire au silence par le mépris. Mais le mépris n'efface pas la vérité. Il ne fait que la rendre plus urgente. J'ai écrit des dizaines d'ouvrages, des poèmes, des biographies, des traités politiques. J'ai parlé de la guerre, du bon gouvernement, des vertus et des vices des puissants. Car ma plume ne se limitait pas à défendre les femmes, elle analysait le monde, elle proposait des solutions, elle osait donner des leçons aux rois. Oui, moi, une femme, j'ai écrit à des souverains pour leur rappeler leurs devoirs. Et certains m'ont écouté, d'autres m'ont ignoré. Mais aucun n'a pu nier que j'étais là, qu'une voix féminine s'élevait au cœur du débat public. La mort et la misère m'avaient appris que la vie ne laissait pas de place à la peur. Alors je n'ai pas craint les critiques, ni les insultes, ni les menaces. Je savais que je ne pourrais pas changer le monde en un jour, mais je pouvais laisser une trace. Et cette trace, je la voulais indélébile. Chaque ligne que j'écrivais était une pierre ajoutée à mon édifice. Et cet édifice, je le construisais pour celle qui viendrait après moi, pour qu'elle n'ait pas à repartir de rien, pour qu'elle trouve un mur déjà dressé, une tour déjà bâtie, une porte déjà ouverte. Mais il y a un paradoxe dans ma vie. Plus j'écrivais pour défendre les femmes, plus on me traitait d'exception. On disait « Christine est unique », comme si mon intelligence prouvait que les autres femmes étaient incapables. Alors que moi, je répétais que je n'étais pas une exception, mais une preuve. Une preuve que si on donnait aux femmes les mêmes outils, elles produiraient les mêmes chefs-d'œuvre, les mêmes réflexions, les mêmes éclats de génie. Mon existence était un argument vivant. Et c'est pour cela qu'on m'a combattue, parce que je représentais une fissure dans le mur du silence. Je n'avais pas besoin de crier pour être entendue. Mon calme, ma rigueur, ma logique suffisaient. Et c'est ce qui rendait mes adversaires furieux. Une femme qui ne s'emporte pas, qui ne tremble pas, qui raisonne comme eux, et parfois mieux qu'eux,
J'étais leur miroir, et ce reflet, ils ne pouvaient pas le supporter. Avec le temps, ma plume est devenue plus qu'un outil de survie. Elle est devenue un étendard. Je voyais de plus en plus de femmes s'intéresser à mes écrits, se reconnaître dans mes mots, se sentir moins seules. Certaines me remerciaient en secret, d'autres lisaient mes textes à voix basse, comme on lirait une prière interdite. C'est alors que j'ai compris que ma mission dépassait ma propre vie. Je ne bâtissais pas seulement pour moi ou pour mes enfants, je bâtissais pour toutes celles qui viendraient après. Chaque page était une promesse. Tu n'es pas seul, ta voix compte, ton esprit vaut. Mais je savais aussi que mes écrits pouvaient être récupérés, mal interprétés, voire utilisés contre moi. Alors j'ai choisi mes mots avec une prudence extrême. Je ne cherchais pas l'affrontement direct avec l'Église ou avec les autorités. Je n'étais pas une révolutionnaire brandissant un étendard sur une barricade. J'étais une bâtisseuse silencieuse, patiente, méthodique. J'ai appris à glisser mes vérités entre les lignes, à envelopper mes critiques dans des allégories, à cacher mes revendications dans des récits poétiques. Ainsi, mes textes pouvaient circuler sans être brûlés, et leur sens profond se révélait à celles qui savaient lire au-delà des mots. Certains m'ont dit que cette stratégie était trop timide, mais je répondais « L'important n'est pas de crier aujourd'hui, mais de survivre pour être entendu demain ». Et je savais que mes écrits survivraient, car les poèmes s'effacent rarement, les manuscrits voyagent, les idées trouvent toujours un chemin. Même si mon nom devait être oublié, ma cité de papier continuerait d'exister. Elle traverserait le temps, comme un refuge invisible que nul ne pourrait détruire. J'ai écrit sur l'amour, sur la justice, sur le bon gouvernement, mais toujours en filigrane sur la dignité des femmes. Car je voulais qu'on comprenne que notre valeur n'était pas seulement dans la douceur ou la beauté, mais dans la pensée, dans la force intérieure, dans la sagesse. Chaque femme que j'évoquais dans ma cité devenait une compagne de route pour celle qui lisait mes mots. Et moi, je n'étais plus seule. Nous étions une multitude, reliés par l'encre et par l'histoire. Avec les années, j'ai vu mon influence grandir, mais aussi les résistances se durcir. On me traitait de provocatrice, de femme dangereuse. Mais qu'y a-t-il de plus dangereux pour un monde injuste qu'une femme qui écrit ? J'ai accepté ce rôle. J'ai accepté d'être celle qu'on craint, car mieux vaut être crainte pour ses mots que méprisée pour son silence. Je suis Christine de Pisan. J'ai vécu à une époque où les femmes n'avaient pas de place dans les chroniques, et pourtant, j'ai écrit la mienne. On m'a appelée poétesse, polémiste, moraliste, mais moi je me voyais comme une bâtisseuse. J'ai bâti ma survie grâce à ma plume, j'ai bâti ma cité grâce à mes mots, et j'ai bâti une mémoire pour celle qu'on voulait effacer. Je n'ai pas porté d'épée, mais mes livres étaient mes forteresses. Et dans ces forteresses, j'ai donné un toit à toutes les femmes rejetées par l'histoire. On me dit parfois que j'ai été la première écrivaine professionnelle d'Europe. C'est vrai, mais je n'étais pas seulement une exception, j'étais une preuve. Une preuve que les femmes pouvaient penser, écrire, créer, débattre. Une preuve que notre intelligence n'était pas un accident, mais une force. Et cette preuve, j'ai voulu la laisser aux générations futures. Car je savais qu'un jour viendrait où d'autres femmes reprendraient ma plume, non plus pour se défendre, mais pour s'affirmer pleinement. Je voulais être leur fondation, leur ancêtre, leur voix dans le silence des siècles. Je suis morte loin du bruit des cours et des débats, retirée dans un couvent, trouvant dans la solitude le temps de méditer sur ma vie. Mais mes textes, eux, n'ont jamais cessé de circuler. Ils ont franchi les murs, les siècles, les continents. Et aujourd'hui encore, on me relit. On redécouvre ma cité des dames, on cite mes batailles littéraires, on prononce mon nom avec respect. Alors que pendant longtemps, on ne voyait en moi qu'une femme insolente. Mais l'insolence, parfois, est le premier pas vers la justice. Souvenez-vous de moi non comme une curiosité médiévale, mais comme une voix intemporelle. Souvenez-vous de moi comme de celle qui a osé répondre aux insultes des hommes avec des murs de mémoire. Souvenez-vous de moi comme de la femme qui a transformé son deuil en force, sa plume en arme et son isolement en cité. Je suis Christine de Pisan, et tant que vous lirez mes mots, tant que ma cité existera dans vos esprits, je serai encore là, vivante entre chaque ligne, présente dans chaque femme qui ose écrire sa propre histoire.